Bonjour à tous. Alors, dans cette ultime vidéo, je reviens sur le sujet de la composition, l'ordre du désir. Alors, je tenais à préciser dans ce corrigé, dans cette reprise, que c'est un sujet extrêmement difficile qui est lié au caractère polysémique du concept d'ordre. Et j'ai fait exprès de vous placer devant ce sujet difficile et nul doute que la plupart des candidats auraient produit des copies assez similaires aux vôtres, donc les notes sont vraiment à relativiser. Je pense pas que vous seriez noté par rapport au corrigé que je vais vous faire maintenant, qui n'a pas été fait en 4 heures, qui dispose de plus de recul que vous, donc c'est pas à ça qu'il faut vous comparer, il faut vraiment pas vous inquiéter des notes que j'ai pu vous mettre. Je suis persuadée que le jour du concours, elles auraient été meilleures, puisque les correcteurs sont obligés d'harmoniser leur paquet de copies pour atteindre une moyenne décente. Voilà, donc vraiment ne vous alarmez pas, il n'y a pas de notation absolue au concours, c'est toujours une notation relative. Et donc, quand c'est difficile pour tout le monde. Voilà, et vous êtes noté par rapport aux autres. Donc, effectivement, la difficulté de ce sujet était liée au caractère équivoque et polysémique du terme d'ordre. Parce que le concept d'ordre est un concept très large, qui désigne à la fois une injonction, une obligation, une contrainte, qui, certains l'ont vu, mais et c'était pas forcément très pertinent, désigne aussi une classe d'être, un genre. Par exemple, on va dire qu'il y a l'ordre du désir et l'ordre du réel. Voilà, et on voit bien là qu'il y a deux genres d'êtres différents. Mais encore, le concept d'ordre peut désigner une succession régulière de termes. En latin, ordo signifie rang, rangée ou encore fil. Donc, ce qu'on entend par ordre, c'est une disposition, un arrangement régulier qui peut être spatial, chronologique, numérique, géométrique, etc. En gros, il y a ordre partout où on observe une relation régulière entre des termes, que ce soit dans la nature, dans la vie sociale, dans la vie morale, dans l'esthétique, etc. Et cette relation, elle peut être, ça peut être une loi physique, ça peut être une règle sociale, ça peut être une simple correspondance, ça peut être une relation de cause à effet, ça peut être une hiérarchie, ou encore une relation mathématique, une régularité mathématique ou statistique. Voilà. Donc, si vous voulez, l'ordre, compris comme arrangement, agencement, c'est aussi en lui-même un concept extrêmement large. Bon, en gros, il y a ordre partout où il y a une cohérence quelconque, où il y a une règle, une finalité, une causalité, des correspondances, etc. Bon. Donc vous voyez, là, je viens de donner 3 sens du concept d'ordre. Et c'est ce que vous devez faire au brouillon dans les 15 premières minutes pour ouvrir le plus largement le sujet. Évidemment qu'il ne va pas s'agir de construire un propos qui, tienne en équilibre de manière un peu rhétorique tous ces concepts d'ordre. Il faut, dans le travail problématique préparatoire au brouillon, saisir l'acception, le sens du concept qui va être le plus problématique en rapport bien sûr au désir. Et vous allez privilégier l'un des sens de ce concept B. Vous allez en privilégier un et vous n'allez évoquer les autres sens que par touche, si vous voulez, par endroit dans votre dissertation. C'est l'un des sens du concept d'ordre qui va organiser toute votre dissertation et vous ne ferez référence aux autres sens que par, si vous voulez, touches successives. Voilà. Mais bien sûr, la difficulté, c'est que tous les choix ne sont pas équivalents.
Et si l'on privilégie le concept d'ordre au sens d'injonction, on ne va pas produire la même copie que si on privilégie le concept d'ordre au sens d'arrangement ou de succession régulier. Et ce choix va vous conduire à des copies plus ou moins pertinentes, plus ou moins intéressantes. En gros, la majeure partie d'entre vous a fait le choix de construire sa copie autour du concept d'injonction ou d'obligation. Et cela vous a conduit vers une dialectique assez classique du rapport entre le désir et le consentement et la liberté. Voilà. Si nos désirs sont des ordres, nous sont imposés, comment peut-on s'en extraire, reprendre le contrôle sur ces injonctions-là. Voilà. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais ça a produit des copies finalement assez scolaires, qui courent le risque dans un concours de se voir déclassés par des copies qui auraient perçu dans le sujet un problème plus fin et peut-être plus urgent. Et je crois que c'est ce qui était en germe dans le concept d'ordre au sens d'agencement. Moi, c'est ce choix-là que j'aurais fait. Et vous allez voir en fait que vous pouvez avoir une bonne note avec la copie ordre injonction. Mais vous ne pourrez pas avoir une excellente note. Parce que vous allez croiser la route de problèmes qui sont très scolaires et il y en avait d'autres, voyez, de plus intéressants dans cet énoncé. Voilà, alors avant de vous dérouler ma problématique, je fais un petit point de méthode. Vraiment, il est très important le jour du concours d'avoir l'esprit très ouvert dans les 15 premières minutes de l'épreuve. C'est-à-dire dans ce moment où vous allez vous approprier le sujet. Ce moment est décisif et très important. Là, il faut vraiment ouvrir votre esprit aux quatre vents et réussir à identifier ce qui vous semble être le problème vraiment le plus intéressant. Faut pas chercher midi à 14h, le problème le plus intéressant, c'est pas forcément le problème le plus compliqué, voyez, le plus complexe. Mais c'est celui, voyez, qui va vous permettre de déployer le concept de désir dans toute sa richesse. Voilà. Et deuxièmement, méfiez-vous des automatismes. Vous avez maintenant beaucoup de choses à dire sur le désir. Vous les dites très bien, les paragraphes sont bien rédigés, mais il y a quand même beaucoup d'automatismes qui se sont mis en place et qui font qu'au bout d'un moment, notamment en troisième partie, quand on ressort Barbaras, quand on ressort Lévinas, Gide, etc., en fait, on n'est plus très attentif au sujet. Et c'est le concept d'ordre, par exemple, qui disparaît totalement dans la troisième partie. Donc, méfiez-vous des automatismes. Vous ne la connaissez pas encore, la copie que vous allez rédiger. Cette copie, vous allez l'inventer le jour J. Évidemment pas de toute pièce, avec tout ce que vous avez incorporé, avec tout ce que vous avez intériorisé pendant l'année. Mais dites-vous que le jour J, vous allez produire une copie que vous n'avez jamais écrite. Voilà. Et c'est ça qui va convaincre le lecteur. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi on a rédigé plein de paragraphes, etc. Bah parce que ces habitudes de rédaction vont vous aider. Mais vous en êtes arrivé à un moment où aussi il faut vous en méfier de ces habitudes de rédaction. Voilà. Alors, je vous propose mon propre corrigé. Moi, je serais partie de la difficulté suivante en privilégiant, voyez, le concept d'ordre au sens d'agencement. Et j'aurais remarqué que l'association de ces deux concepts, l'ordre et le désir, ne va pas de soi. Pourquoi ? Parce que, à première vue, le désir se caractérise par une forme de désordre. L'ordre, la régularité, la cohérence, la hiérarchie, semble être plutôt le propre de l'intelligence, de la raison, mais pas du désir. Le désir intervient souvent dans nos existences comme ce qui bouscule nos petits agencements.
Il fait fi des hiérarchies. Combien de romans ou de pièces de théâtre nous décrivent des mésalliances? Il fait fi de la cohérence que nous cherchons à mettre dans notre existence. Il remet en question les équilibres qu'on avait réussi à conquérir. Par exemple, la princesse de Clèves. Il rebat les cartes de notre futur. Par exemple, Natacha, dans Guerre et Paix, dont la rencontre avec Anatole compromet le mariage prévu avec le prince André. Et le désir nous place aussi dans des situations de tension et de contradiction, et je vous renvoie à tous les dilemmes qu'il peut nous imposer. Donc tout se passe comme si, ce serait mon constat de départ, le désir était, comme le chante Carmen dans l'opéra de Bizet, adapté de la nouvelle de Prosper Mérimée, tout se passe comme si le désir était, je cite Prosper Mérimée et Bizet, enfant de bohème. Je vous rappelle le propos de cette nouvelle et puis de cet opéra. Carmen est cette jeune et belle gitane bohémienne, andalouse, qui travaille dans une manufacture de tabac, qui est cigarière, et qui fréquente un cercle de bandits, qui est très belle, qui a de nombreux prétendants, et elle chante ce fameux air dans la manufacture, et elle va séduire, elle va jeter son dévolu et séduire Don José, qui est un jeune caporal brigadier chargé de surveiller la manufacture. Elle va lui jeter une fleur, le séduire, mais le manipuler aussi et finir par le dévoyer, le faire emprisonner, tremper dans de nombreuses affaires crapuleuses, et finalement il va, ivre d'amour et de jalousie, bon le propos est un petit peu complexe, je vous raconte pas tout, finir par la poignarder à mort lors d'un spectacle de corrida. Voilà. Et donc, je reviens à mon propos initial, Carmen, tout au début de l'opéra, chante ce fameux air, je vous le cite, vous pouvez le trouver sur internet. « L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, et c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui vient de refuser, rien n'y fait, menace ou prière. L'un parle bien, l'autre se tait, et c'est l'autre que l'on préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. » Donc, vous voyez, les inclinations de l'amour sont difficiles à prévoir. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Voilà, ça c'est la phrase, c'est le vers important. L'amour est un enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, prends garde à toi. Prends garde à toi, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Donc l'amour est un oiseau, tu crois le tenir, il t'évite, tu crois l'éviter, il te tient. Voilà. Bon, je vous invite à avoir en tête, pas tout, mais ces vers célèbres. L'amour est un enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Et effectivement, cet air semble nous dire qu'il n'y a pas dans le désir d'ordre ou de cohérence, que le désir renverse les hiérarchies, fait dérailler les vies les plus ordonnées. Pourtant, et c'est là qu'intervient ma mise en crise, pourtant ce que la nouvelle de Prosper Mérimée raconte, c'est justement le caractère tragique, fatal et quasi mécanique de la passion. Cette passion obéit à des lois implacables, et une fois allumée, elle déploie une mécanique totalement prévisible que rien ne saurait arrêter. Et finalement, elle n'est pas un oiseau rebelle, mais plutôt un rapace qui fond sur sa proie et l'enserre de toutes parts. D'autre part, on peut remarquer que peut-être que le désordre dont nous parle Carmen et que l'on perçoit dans le désir n'est que de surface, n'est qu'apparent. Et ça, c'est une difficulté récurrente avec le concept de désordre. C'est ce que remarque très bien Bergson dans l'évolution créatrice. Souvent, le désordre n'est qu'une illusion, liée à la confusion ou à l'absence pure et simple de connaissance. Là où on ne perçoit aucun ordre, là où l'esprit n'arrive pas à dégager de lois ou de relations définies, il va conclure, mais peut-être hâtivement, au désordre.
Vous voyez, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'ordre, mais que cet ordre reste inconnu. Et c'est ce que va nous montrer la philosophie. Là où nous croyons de manière, voyez, superficielle, que notre désir court sans ordre d'objet en objet, eh bien les philosophes, les sociologues aussi vont montrer qu'il est en réalité ordonné. Alors soit une finalité, soit des régularités sociologiques implacables qui se vérifient dans nos goûts les plus intimes et les plus personnels. Et d'ailleurs, on pourrait faire remarquer, soit en introduction, soit ça pourrait être un argument, que nos passions apparemment les plus folles empruntent très 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 souvent la route des clichés les plus communs et des images les plus rebattues. Et que ces passions les plus folles entrent en résonance, en correspondance avec parfois, souvent même, des souvenirs inconscients enfouis. Donc elles ont bien une logique, une cohérence, ces passions. Et cette cohérence n'est pas perçue par celui qui les vit comme un chaos, mais elle est perçue souvent par celui qui est à l'extérieur, qui les analyse, qu'il soit psychanalyste, qu'il soit romancier, qu'il soit narrateur. Et d'ailleurs, il peut en faire un récit cohérent. Donc, il semble bien qu'il y ait un ordre du désir et que le désordre que l'on perçoit ne soit qu'apparent. Mais dès lors, cet ordre du désir nous place devant plusieurs difficultés. S'agit-il d'un ordre naturel, inné, ou bien d'un ordre culturel, acquis? Vous voyez, on peut jouer sur cette dialectique-là. Je vais vous proposer plusieurs pistes de questionnement. Évidemment, en 4 heures, vous ne les suivriez pas toutes, mais vous voyez, c'était toutes les questions que vous pouviez vous poser qui sont des dialectiques plus fines que contrainte-liberté, injonction-liberté. S'agit-il d'un ordre naturel, inné, l'ordre du désir, ou bien un ordre culturel acquis? D'autre part, cet ordre, comment peut-on le caractériser? Vous voyez, vous avez peu travaillé le concept d'ordre. Cet ordre repose-t-il sur une finalité? Et dans ce cas-là, c'est l'objet qui ordonne le désir? Ou repose-t-il sur de simples régularités, sur des lois, ou bien sur des structures, c'est-à-dire des ensembles d'éléments coordonnés? Voilà. Vous voyez, on pouvait s'interroger sur la nature de cet ordre. Enfin, et ça me semble être, je pense, la question la plus importante et l'enjeu véritable, s'agit-il vraiment d'un ordre du désir, d'un ordre qui appartiendrait au désir en propre, ou bien plutôt d'un ordre préexistant au désir, que le désir ne ferait que refléter, que perpétuer à son insu, l'ordre d'une nature que nous n'avons pas choisie, l'ordre d'un monde social qui s'est incorporé à nos désirs et qui nous fait vouloir, si vous voulez, un ordre qui peut-être nous réprime et nous domine. Voilà. Moi, je me centrerai vraiment... Alors, je vais aborder toutes ces dialectiques. Est-ce que l'ordre est naturel, culturel? Est-ce que c'est une finalité? Est-ce que c'est une loi, etc. Mais ma question centrale, c'est vraiment celle-là. L'ordre du désir, c'est un ordre qui semble immanent au désir. Effectivement, le désir ne court pas, ne va pas sans un ordre. Mais est-ce le désir qui veut cet ordre, ou bien est-ce cet ordre qui s'imprime sur nos désirs? Et ça, c'est problématique, parce que nous vivons nos désirs comme les nôtres, comme nous définissant, comme portant le chiffre de notre personnalité et de notre histoire singulière. Nos désirs sont censés être intimes et personnels, et refléter un ordre qui est le nôtre, et qui n'est pas forcément celui de la réalité. Ils sont censés tracer un sillon, une régularité qui reflète notre projet de vie, qui reflète nos arbitrages, les hiérarchies qu'on s'est choisies. Mais s'ils portent en eux, comme vous voyez, mon propos semble le suggérer, s'ils portent en eux une cohérence et une nécessité qui ne vient pas de nous, alors faut-il
avouer que le désir est une expérience nécessairement aliénante. Que cet ordre du désir, c'est un ordre que le désir reflète et auquel le désir se soumet, mais ce n'est pas un ordre qu'il invente. Voilà. Et donc c'est ça que je vais essayer de questionner. Hein. Cet ordre est-il un ordre que le désir reflète ou bien un ordre que le désir invente? Un ordre qu'il réagence? Le désir est-il capable de donner lieu à une sorte de réordonnancement personnel, à une reprise, voyez, de l'ordre des choses? Voilà. Il est pris dans l'ordre de la nature, nécessairement, on va le voir. Il est pris dans l'ordre de la vie. Il est pris dans l'ordre de la société. Mais a-t-il son ordre propre, le désir? Peut-il produire, peut-il inventer un ordre nouveau? Voilà. Parce que si ce n'est pas le cas, si l'ordre du désir est un ordre que le désir reflète, alors le désir est un processus terriblement conservateur qui perpétue des arrangements naturels, sociaux, des rapports de pouvoir. Et on aimerait autre chose pour le désir. On aimerait qu'il soit, comme le chante Carmen, un enfant de bohème, qu'il fasse souffler dans nos vies un vent de révolte et de désordre. Voilà. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui le différencie normalement du besoin. Là où le besoin maintient des équilibres, une cohérence préexistante, etc., qui est le gardien de l'ordre. Le désir n'a-t-il pas pour vocation, justement, d'ouvrir nos vies sur des perspectives différentes? N'a-t-il pas pour vocation de s'extraire de l'ordre des choses et d'inventer un ordre qui soit le sien, hein, d'accoucher d'un monde qui soit le sien? Voilà, pour moi le problème il est là. Et vous voyez que dans la façon dont je pose la question, en fait, j'intègre la copie sur la liberté. Voilà. Mais vous allez voir que je vais exploiter vraiment toutes les dimensions du concept d'ordre. Alors mon plan sera le suivant. Je vais d'abord montrer que l'ordre du désir, c'est un ordre naturel. Ensuite, je vais montrer que c'est un ordre culturel. Mais vous voyez, dans ces deux cas, naturel ou culturel, le désir est un ordre, le désir reflète un ordre préexistant. Je vais me demander dans une dernière partie s'il est possible que le désir réagence le monde et soit capable de s'émanciper justement des ordres préexistants. Essayez de penser dans la troisième partie à un désir révolutionnaire, peut-être qui soit réordonne le monde ou le désordonne. Alors, première partie, non, je vais peut-être couper la vidéo ici pour éviter qu'il y ait que ma vidéo ne plante et que je suis obligée de tout recommencer.